Ce qu'on m'a demandé, c'est de présenter donc, de manière succincte les dernières élections israéliennes telles qu'elles se sont déroulées le 22 janvier. Alors, quelques mots d'introduction. Vous savez que le système est un système à la proportionnelle, avec un seuil de 2%, il faut avoir plus de 2%. Vous connaissez les défauts du système à la proportionnelle, c'est que ça favorise la parcellisation et la multiplication des partis. On a eu la chance que pendant les 30 premières années de l'existence de l'État, il y avait un parti dominant, et donc on ne souffrait pas de cette parcellisation. On a eu la chance après qu'on est rentré pendant une vingtaine ou 25 ans dans un système de 2 grands partis, donc c'était soit l'un soit l'autre. Mais le système s'est déréglé à partir des années 90, où les 2 grands partis sont devenus en fait des partis moyens, et il y a toute une série de partis de taille moyenne qui ont émergé, ce qui rendait, pour diverses raisons, ce qui rendait de manière de plus en plus difficile la constitution des coalitions gouvernementales et la prise de décision et la prise de choix clairs entre la droite et la gauche. Et ce qu'on a vu ici dans ces dernières élections, c'est encore une fois une expression du fait que ce système, la disparition des grands partis et le fait que les grands partis sont devenus des moyens petits partis, rend difficile la constitution du gouvernement qui puisse évidemment gouverner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans à ces élections? Il y a eu plusieurs points fondamentaux qui expliquent, premièrement, la baisse du Likoud. Vous savez que le Likoud a pris une décision qui consistait à s'unir, à former une liste commune avec le parti de Lieberman, qui est un parti de droite dont une grande partie de l'électorat est composée de Russes, d'immigrants russes. L'idée, c'était que les 2 partis ensemble arriveraient à coup sûr à être le plus gros parti aux élections, et donc c'est à eux, d'office, que serait confiée la constitution du prochain gouvernement. C'était ça l'idée, de constituer cette alliance. Ce n'était pas une tellement bonne idée, parce que d'abord, le mariage n'est pas un mariage très réussi, à savoir que une partie des gens du parti de Lieberman ne va pas voter, n'est pas tellement content de cette alliance, et donc ne va pas voter pour l'alliance, et une partie des gens du Likoud ne sont pas contents non plus, ils ne vont pas voter pour l'alliance. Ce sera le premier facteur, si vous voulez, d'affaiblissement du Likoud. Il y a un deuxième facteur plus profond d'affaiblissement du Likoud, c'est un phénomène de phagocytation de la droite par des éléments d'extrême droite. Vous savez que le Likoud, dans sa définition et dans son fonctionnement en perspective historique, c'est un parti de droite, c'est pas un parti d'extrême droite. Un parti de droite, avec des aspects libéraux, parfois c'est un peu plus à droite, parfois c'est un peu plus au centre. Le Likoud n'est pas un parti d'extrême droite. Or, ce qui s'est passé aux dernières élections internes du Likoud, c'est qu'il y a eu une espèce d'OPA qui a été lancée pour des raisons techniques, pour diverses raisons, les dernières primaires du Likoud, qui a été lancée par des éléments d'extrême droite, extérieurs au Likoud, sur le Likoud, et qui ont fait élire dans la liste du Likoud, puisque c'est des proportionnels, c'est des listes, bien entendu, qui ont fait élire des gens qui, en fait, ne sont pas représentatifs de l'électorat Likoud traditionnel, des gens qui sont plus à droite, qui sont représentatifs des implantations, qui sont représentatifs des mitnachalim, qui sont représentatifs du sionisme religieux extrême, si vous voulez, mais pas du tout du Likoud moyen. Donc, la liste du Likoud s'est trouvée plus à droite, la liste elle-même s'est trouvée plus à droite que ce qu'est l'électorat traditionnel du Likoud. Deuxième phénomène, une fois que ces militants ont fait voter à l'intérieur du Likoud que des gens d'extrême droite soient députés, enfin, soit sur la liste des députés, ils n'ont pas voté pour les Likoud des élections, ils se sont reportés sur une liste d'extrême droite, la liste de Bennett, Bayit Yehudi, qui est composée de l'union du Parti national religieux et de groupements, si vous voulez, d'extrême droite, qui viennent des implantations, et qui, eux, sont carrément un parti d'extrême droite. Et donc, ce parti a réussi à développer une espèce de dynamique
attractive, une espèce de dynamique de mobilisation, qui fait qu'au lieu d'avoir les 6, 8 députés qu'on leur prévoyait au début, ils ont commencé à monter à 10, commencé à monter à 12, ils ont commencé à monter à 14. Et les députés supplémentaires qu'ils obtenaient dans les sondages venaient évidemment du Likoud. J'ajoute que l'extrême droite avait encore un autre élément, et ça c'est plus d'extrême droite, c'est l'ultra-droite, un petit parti composé d'un kahanisme. Vous connaissez le kahanisme. Le kahanisme est un mouvement d'ultra-droite, raciste, anti-arabe, associé à une autre personnalité, ont décidé de se présenter seuls aux élections, de présenter une liste d'ultra-droite. Et donc, il s'est passé que dans les 3 ou 4 semaines qui précédaient les élections, l'électeur centriste ou l'électeur de droite modéré, je parle pas des électeurs de gauche, bien sûr, mais même les électeurs de droite modérée étaient effrayés parce qu'ils voyaient la droite. Ils voyaient une ultra-droite qui risquait d'être élue, ils voyaient une extrême droite en plein développement, et ils voyaient un Likoud dont à peu près la moitié des candidats étaient en fait plus à droite que ce qu'est le Likoud traditionnel. Et ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'une partie des électeurs du Likoud ne vont pas voter cette fois-ci pour le Likoud. Une partie des électeurs du Likoud, qui sont des gens de droite modérée ou du centre droit, et il y en a beaucoup en Israël, et c'est tout à fait normal, vont dire « je ne voterai pas ni pour la droite, ni pour l'extrême droite, ni évidemment pour l'ultra-droite ». Et la question qu'il va se poser, c'est vers quoi vont-ils se reporter? Alors, il y avait plusieurs options qui leur étaient ouvertes. Il y avait en fait 3 options qui leur étaient ouvertes. L'une, c'était le Parti travailliste, sous la direction de Shelly Yachimovitch, qui avait choisi une stratégie dont elle pensait qu'elle était la bonne stratégie pour attirer à elle les électeurs de droite modérée. Alors, quelle était la stratégie de Shelly Yachimovitch? Ça consistait à dire, nous allons mettre l'accent essentiellement sur les questions économiques. Essentiellement sur les questions économiques. En Israël, il y a une classe moyenne, une grosse classe moyenne, qui souffre vraiment de la politique du gouvernement. Hein. C'est une politique qui a été essentiellement une politique de néolibéralisme et d'ultracapitalisme qui a favorisé les 5-8% de la population tout en haut par des dégrèvements d'impôts, des transferts de richesses. Shelly Yachimovitch a dit « Je peux attirer la droite modérée en développant une campagne qui sera essentiellement une campagne économique. Je parlerai très peu des problèmes des rapports avec les Palestiniens, des problèmes d'arriver à des négociations ou de reprendre les négociations. Je parlerai très peu de la question des rapports entre laïcs et religieux. Je mets l'accent sur la question sociale et économique. » C'était sa stratégie, et c'est avéré que ça n'a pas marché. Il s'est avéré que les éléments de droite qui étaient prêts à quitter le Likoud n'étaient pas prêts à aller jusqu'aux travaillistes. Même si Shelly Yachimovitch faisait les concessions qu'elle a faites, pas trop parler des Palestiniens, c'est pas qu'elle n'en parlait pas du tout, mais pas trop parler des Palestiniens et pas trop parler de la question religieuse, mais la droite n'était pas prête à aller jusque-là. Il y avait une deuxième option pour ces fameux électeurs de droite modérée qui voulaient quitter le Likoud, c'était l'option de Tzipi Livni. Vous vous souvenez de Tzipi Livni? C'était là. Elle était proche collaboratrice d'Ariel Sharon. Elle est devenue la leader du parti Kadima. Une fois qu'Oulmert a dû quitter, Oulmert, poursuivi par une série d'affaires de corruption, a dû quitter à la fois la présidence du Conseil, la direction du gouvernement et en même temps la direction du parti Kadima. Tzipi Livni est devenue la chef du parti Kadima. Dans l'opposition contre Netanyahou, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a perdu la direction de Kadima, elle a quitté Kadima, elle a créé un nouveau parti. Et ce nouveau parti, qui n'est pas un parti socialiste, c'est un parti centriste, pouvait être, mais n'a pas été, une option possible pour ces éléments de droite modérée qui voulaient quitter le Likoud. Celui qui a su capter vers lui ces éléments de droite modérée, c'est Yair Lapid, qui a créé depuis à peu près 1 an, qui s'est lancé dans la politique depuis 1 an et demi, en créant un parti centriste qui s'appelle le parti Yesh Atid, il y a un futur. Alors, il s'avère qu'il l'a fait de manière
de manière très intelligente, en faisant très attention à ne pas soulever de questions controversiales. Et il a soulevé très peu de questions controversiales. Une grande partie de ses discours étaient des discours fondés sur un consensus que tout le monde pouvait accepter. Et puis, vous voyez, sur des formulations assez troubles, des formulations assez générales, que tout le monde peut être d'accord avec ce genre de formulation. Et donc, cette partie des électeurs du centre droit qui voulaient quitter le Likoud a trouvé dans Yair Lapid et dans son parti l'adresse qu'ils recherchaient. Donc il y a eu un déport assez massif de voix. Selon les estimations, ça peut être l'équivalent de 6 députés, 7 députés, sur un total de 120, puisque le nombre total des députés à la Knesset est de 120, qui se sont reportés donc, du Likoud vers Yair Lapid. Ce qui explique le succès de Yair Lapid. Oui, je surveille l'heure, ne t'inquiète pas, je garde le temps. Oui, je te préviens 5 minutes avant. Il y a un autre facteur qui explique le succès de Yair Lapid, qui, comme vous le savez, obtiendra 19 députés à la surprise générale. Et ce facteur, c'est une structure qui existe depuis 1977 dans l'électorat israélien, c'est une espèce de structure qui se reproduit toutes les quelques années, qui est l'émergence d'un parti centriste, l'émergence spectaculaire d'un parti centriste qui dure le temps d'une Knesset ou de 2 Knesset et qui ensuite disparaît. Il y a eu un parti centriste qui a émergé. C'est un parti centriste qui exprime une volonté réelle en Israël d'être gouverné au centre. Elle existe, cette volonté de dépasser l'antagonisme traditionnel gauche-droite et d'être gouverné au centre. Ça s'est exprimé en 1977 par le parti Daesh, qui a duré 3-4 ans. Ça va s'exprimer plus tard par d'autres partis, dont un créé par le propre père de Yair Lapid, Tommy Lapid, qui a créé ce parti et qui a eu 15 députés en 2003, parti qui a tout de suite disparu, enfin, au bout de 3-4 ans. Et ça s'est exprimé aussi par l'existence de Kadima, créé par Ariel Sharon, comme parti centriste, où il y avait à la fois des gens qui venaient de la gauche et des gens qui venaient de la droite, des gens qui venaient du Parti travailliste et des gens qui venaient du Likoud. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que Yair Lapid a su recréer cette espèce de structure récurrente, cette espèce de volonté israélienne d'être gouverné au centre, et donc il a su capter cette volonté, il a su la transformer de manière, comme je dis, d'une manière assez spectaculaire en un très beau résultat. Alors, on se retrouve maintenant dans la situation suivante en ce qui concerne la question. Il faut créer maintenant une coalition. Et vous savez qu'il y a 2 modèles possibles. En fait, il y a 3 modèles possibles. Et la décision doit être prise maintenant. Il y aura des négociations de complexité extrême à cause du fait de l'existence de plusieurs partenaires. Si vous voulez, ce n'est pas un gros parti qui négocie avec des petits, c'est un moyen parti qui négocie avec d'autres partis moyens. Si vous voulez, c'est très compliqué. Il y a une option qui est infaisable, c'est l'option d'un gouvernement de droite avec tous les partis religieux. C'est mathématiquement possible. Ce serait invivable pour Netanyahou et c'est le cauchemar de Netanyahou, bien entendu, d'être dépendant, totalement dépendant de l'extrême droite dans son gouvernement. Ça veut dire qu'on ne pourra strictement rien faire, même les choses tout à fait minimales en matière de relations internationales, même les choses tout à fait minimales en matière d'un début de négociation, même si c'est des négociations qui n'aboutissent pas, mais un début de négociation, on ne pourra rien faire. Ça, c'est le cauchemar. C'est pas possible. Il y a 2 alternatives qui sont possibles. Et la décision devra être prise essentiellement par Netanyahou, mais aussi par les autres facteurs. C'est un jeu complexe, c'est un jeu à facteurs multiples. Une des options, c'est de prendre le parti d'Yair Lapid, de prendre l'initiative, qui lui donne 19 députés. Netanyahou en a 31. Sur les 31, il y en a à peu près 20 du Likoud et 11 de Lieberman, ça fait 31, plus les 19 de Lapid, et d'ajouter à ça les Haredim, les ultra-orthodoxes. À savoir aussi bien ceux de Shas, les Sfaradim, que les Ashkenazim de la Goudat Israël, qui ont changer leur nom. Ça,
c'est une coalition qui, il n'y aurait donc pas le parti de Bennett, le parti national religieux de Bennett ne serait pas dans le gouvernement. C'est une coalition qui permettrait une éventuelle reprise des négociations, parce que les Haredim ne s'opposent pas aux négociations, mais c'est une coalition qui interdirait tout progrès sur la question qui a été une des questions les plus ressassées, les plus fondamentales dans la campagne électorale, qui est la question de l'égalité devant l'armée. C'est-à-dire que le problème classique, traditionnel, qui est que nous le savons, les Haredim ne vont pas à l'armée, ils vont dans les yeshivot, ça ne veut pas dire que tous étudient, mais tous utilisent le fait qu'ils vont dans les yeshivot pour ne pas aller à l'armée. Bon, c'est un problème connu. Si le gouvernement est composé de Likoud plus Lapid plus Haredim, il peut y avoir un progrès dans les négociations avec les Palestiniens. Il n'y aura aucun progrès dans la direction d'envoyer les garçons à l'armée au lieu qu'ils aillent faire semblant d'aller dans les yeshivot. L'autre possibilité, et il n'y en a qu'une deuxième, c'est de prendre Lapid et de prendre, cette fois-ci, non pas les partis religieux, les partis ultra-orthodoxes, mais de prendre le parti national religieux, qui est l'extrême droite de Bennett. Et là, on va se retrouver, vous voyez le dilemme est très clair, c'est un dilemme assez difficile à vivre pour Netanyahou. Là, il y aura moyen de faire progresser la question de l'égalité devant l'armée, puisque Bennett veut lui aussi introduire des règles d'égalité devant l'armée, à savoir les garçons qui ne vont pas dans les yeshivot ou qui font semblant d'aller dans les yeshivot devront se retrouver à l'armée ou au service, ou dans un service national, c'est pas forcément un service militaire, sur le service national. Mais il n'y aura pas, bien entendu, cette possibilité d'entamer des négociations, même minimales, même cosmétiques, si vous voulez, avec les Palestiniens, parce que le parti de Bennett bloquera de manière quasi systématique toute possibilité de négociation. Ça, c'est le choix fondamental. Ça, c'est le choix fondamental que doit faire Netanyahou. Il a encore quelques cartes possibles qu'il peut essayer de jouer, à savoir essayer de faire rentrer Tzipi Livni et ses six députés dans la coalition. Et alors là, pour que Tzipi Livni accepte de rentrer dans le gouvernement, il faudra aller très loin dans la voie des négociations. Et il n'est pas du tout sûr que Bibi Netanyahou lui-même soit prêt à le faire. L'autre possibilité, qui est encore une possibilité lointaine, c'est d'arriver à un accord avec Shelly Yachimovitch et les travaillistes. Mais alors là, sur le plan de la politique économique, ce sera totalement ingérable, parce que les deux modèles économiques, celui qui est prôné par le modèle capitaliste pur, même capitaliste à l'extrême, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous n'avez pas idée, vivant en France, du degré d'extrémisme libéral ou néolibéral qu'il y a dans la politique de Netanyahou. C'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer de dégrèvements fiscaux en faveur des riches, de coupes budgétaires de l'éducation, de la santé, de tous les budgets sociaux, ce qu'on voit dans les pays européens, imaginez-le en beaucoup plus fort et en beaucoup plus dur en Israël. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun accord qui sera possible, ou en tout cas, ce sera très difficile d'envisager un accord possible entre les travaillistes et les Likoud, ce qui fait que Netanyahou reste dans son dilemme que j'ai mentionné tout à l'heure, soit il prend Bennett, et dans ce cas-là, il n'y a pas de processus de négociation, il y a éventuellement l'égalité devant l'armée, soit il prend les Haredim, les ultra-orthodoxes, et dans ce cas-là, il y a éventuellement un début de négociation, un semblant de négociation, en tout cas, ça commence à bouger, si vous voulez, sur le plan extérieur, mais évidemment, il n'y aura rien sur la question de l'armée et du changement dans l'attitude des Haredim à l'égard de la société. Parce que vous savez, ce n'est pas uniquement qu'ils vont pas à l'armée, il y a aussi le problème du fait que les hommes ne travaillent pas, les hommes ne sont pas formés à aller travailler, puisque leur formation est uniquement une formation de type, disons, traditionnel, avec tout ce que ça implique. Une fraction de la population israélienne ne va pas au travail. Les femmes vont au travail, les hommes ne vont pas au travail.
travail, ou quand ils vont au travail, c'est des petits boulots parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Je voudrais conclure. Oui, tu as encore. Je voudrais conclure. Peut-être ensuite à M. Moïsi qui interviendra. Mais là, vraiment, on doit libérer M. Epstein dans 2 minutes. C'était le contrat moral entre nous. Alors, je voudrais conclure sur plusieurs points. D'abord, un point positif, il ne faut pas l'oublier. Israël est vraiment une démocratie. Israël est vraiment une démocratie. Et Israël a maintenu ses structures démocratiques, a maintenu son fonctionnement démocratique et a maintenu aussi une acceptation profonde à part de toutes petites franges de la population. Israël se maintient comme une vraie démocratie. C'est vrai. Mais Israël est une démocratie qui fonctionne difficilement. Et il fonctionne difficilement, en partie pour des raisons de mécanique institutionnelle, par exemple l'effet de la corruption, en partie parce que la société israélienne est vraiment composée de groupes et de sous-groupes qui ont, sur des questions de fond, des conceptions totalement différentes et des intérêts totalement différents. C'est vrai. C'est vrai. Alors, certains espèrent une réforme du système électoral, d'autres une réforme du système politique. Vous voyez, il y a plusieurs projets qui sont envisagés de manière à permettre au pays de dégager une majorité claire. Ce n'est pas fonction de coalition. Vous connaissez les avantages de ça. Vous connaissez aussi les inconvénients. C'est qu'il y aura des mécontents, il y aura des gens qui diront on n'est pas représenté, il y aura des gens qui diront c'est pas démocratique, etc. Et donc, c'est un jeu complexe et difficile, et c'est une des choses qui devra être résolue dans les années à venir. Voilà, merci. Dominique Moïsi, en attendant l'arrivée de François Herzog, c'est à vous la parole. Vous êtes politologue et conseiller à l'IFRI. La première question que je voulais vous poser, qui me semble découler de cette première partie, c'est: avez-vous sur cette partie précise des choses que vous souhaiteriez ajouter ou même éventuellement faire connaître votre propre analyse? Non, à vrai dire, je me sens très proche des propos tenus par Simon Epstein, qui m'ont paru tout à fait modérés, rationnels, précis. La grandeur d'une démocratie et ses limites quand elle devient auto-paralysante. Alors, 3 points rapides. Pour la communauté internationale, le résultat des élections israéliennes est apparu, entre guillemets, comme une divine surprise. C'est-à-dire qu'il s'apprêtait à dénoncer l'arrivée d'une coalition toujours plus droitière, et ils se rendent compte qu'en réalité ce n'est pas de cela dont il s'agit, et beaucoup de mes amis israéliens m'ont appelé en me disant: tu vois, notre société est beaucoup plus saine que le monde extérieur ne tend à la décrire. Elle a réagi contre des excès et elle a voté, entre guillemets, beaucoup plus au centre qu'on ne pensait qu'elle l'aurait fait. Alors, est-ce tout à fait vrai? C'est-à-dire, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un vote, entre guillemets, centriste, qui peut avoir des implications pour la politique étrangère d'Israël? Et là, Simon Epstein a parfaitement analysé les blocages. Et on peut même se demander si le vote des Israéliens n'a pas été essentiellement un vote interne, dominé par des considérations purement israéliennes, sans aucun élément de politique étrangère. En fait, le parti qui a fait campagne sur la politique étrangère, sur
la nécessité d'une négociation avec les Palestiniens. Celui de Tzipi Livni n'a recueilli que 7 députés. C'est beaucoup plus sur des considérations économiques et des considérations d'équilibre social, le poids de la religion dans la société, que les citoyens israéliens se sont déterminés. C'est l'excès du libéralisme économique, c'est l'excès pour certains d'une dérive vers les religieux de la société qui s'est incarnée dans le vote en faveur de M. Lapid. Donc grandeur de la société israélienne et en même temps blocage. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les derniers propos que Simon Epstein a tenus que c'est très bien tout cela. Mais ce qui est possible pour un pays comme l'Italie aujourd'hui, ce qui était possible pour la 4e République ou la 3e République en France hier, est-ce que c'est vraiment adapté à un pays comme Israël qui vit dans une région qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne s'est pas améliorée au cours des derniers mois ou des dernières années. Au fond, quand on a une frontière sud qui est en pleine explosion avec ce qui se passe en Égypte, est-ce qu'on peut faire le jeu des partis politiques comme on va devoir le faire? Est-ce que le système ne permet pas un sursaut vers l'intérêt national? Et il y a une urgence, on le dit depuis des décennies, à changer ce système, mais il n'existe pas de majorité pour qu'il en soit ainsi. Voilà ma réponse très rapide à votre question. En réalité, j'ai trouvé tout ce que disait Simon Epstein très juste. Alors sur le sujet qui devait nous occuper ce soir et qu'on a un peu dévié, il y a finalement, comme vous l'avez un peu esquissé, deux types d'événements dans ce triangle Europe, pays arabes, Israël. Il y a finalement un bouleversement aussi bien avec ces élections, donc c'est un peu difficile de parler d'un positionnement du gouvernement israélien, la coalition n'étant pas encore constituée. En revanche, on peut commencer à comprendre comment l'Égypte perçoit ses relations avec les tiers. Alors dans ce triangle Europe, pays arabes, Israël, comment les éléments ont été modifiés par la prise du pouvoir par les frères musulmans en Égypte et la politique qui s'amorce? Oui, alors je dois dire que dans le titre que vous avez donné à cette conférence, il manque cruellement un nom, celui des États-Unis. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de l'Europe, d'Israël et des pays arabes si on n'ajoute pas ce 4e facteur qui est l'Amérique. Et un facteur qui est en évolution profonde. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus la volonté, n'a plus les moyens, n'a plus l'intérêt de jouer le rôle qui était le sien hier dans cette partie du monde. Ça pose un problème pour l'Europe, ça pose un problème pour Israël, ça change fondamentalement les cartes. Et donc, avant de vous parler des 3 thèmes, Europe, Israël, monde arabe, je voudrais m'arrêter quelques minutes sur les États-Unis. Parce que si vous ne faites pas ce détour, vous ne comprenez pas le reste. Donc, l'Amérique aujourd'hui se trouve à un tournant de ses cycles dans ses relations avec le monde. Au fond, vous avez ce qu'on a appelé hier l'internationalisme musclé de l'Amérique au temps de George W. Bush. L'internationalisme de Barack Obama, par réaction précisément aux 8 ans de Bush, est un internationalisme
que l'on pourrait qualifier de prudent, sinon même de réticent. Les Américains ont le sentiment, d'avoir trop investi à fond perdu dans des aventures guerrières au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan. 2, le monde change. Et ce qui leur apparaît le plus important à leurs yeux se déroule en Asie. Au-delà de la Chine, il y a l'ensemble des pays du continent asiatique. 3e différence, l'Amérique doit se refaire une santé avant de se relancer dans le monde comme l'acteur clé du système international. Si vous regardez tous les thèmes, si vous écoutez le discours de Barack Obama lors de son 2e inauguration, les références à la politique étrangère ont en réalité été très courtes. C'est un discours consacré essentiellement à la politique intérieure américaine. Et on a vraiment le sentiment que Barack Obama a décidé qu'il entrerait dans l'histoire, non pas à partir des changements qu'il apporterait au monde, mais par rapport aux changements qu'il apporterait à l'Amérique. Donc ces 3 priorités, et il l'a répété, we the people, we the people, we the people, c'est réduire la dette, c'est transformer la législation sur les armes à feu, c'est modifier les lois sur l'immigration. Et le film qui, en ce moment, bouleverse l'Amérique, c'est en réalité le chef-d'œuvre de Spielberg, qui vient de sortir aujourd'hui à Paris, sur Lincoln. Et il est, dans sa tête, il se veut comme le successeur de Lincoln. Et pour lui, les 3 réformes qu'il va apporter de l'intérieur à l'Amérique sont essentielles. Alors, dans ce contexte, avec une modification des hiérarchies des priorités américaines, avec plus d'intérieur, moins d'extérieur, et à l'extérieur, plus d'Asie que tout le reste, on voit bien que le Moyen-Orient n'est plus ce qu'il était hier. Et il l'est d'autant moins qu'il est vraiment devenu encore plus compliqué. C'est-à-dire que l'Amérique, comme l'ensemble des pays européens, a soutenu la révolution arabe dans son principe et s'en inquiète dans sa réalité. On ne pouvait que la soutenir dans son principe, puisque les valeurs des manifestants de la place Tahrir étaient nos valeurs. Mais on ne peut que s'inquiéter de sa réalité parce que des élections démocratiques ont porté au pouvoir un parti non démocratique et dont le comportement est toujours moins démocratique au fil des mois, des semaines et des jours qui passent. Alors c'est là où il faut s'arrêter un peu sur la situation égyptienne qui est, du point de vue d'Israël, pour des raisons évidentes, la plus cruciale. Depuis 1980, les accords de paix séparés avec l'Égypte, Israël ne s'est pas réellement préoccupé de la sécurité à sa frontière sud. Il y avait un problème au nord, avec le Hezbollah, avec la Syrie, avec le Liban. Il y avait un problème avec les Palestiniens, il y a eu un problème à Gaza. Mais on ne se souciait pas de la relation qu'Israël pouvait avoir avec le pays le plus important du monde arabe, avec l'empire du milieu du monde arabe, la Chine du monde arabe, l'Égypte. Puisque la paix froide, qui est restée froide, qui est devenue toujours plus froide avec le temps, n'était pas remise en cause. Entendons-nous, elle n'est pas remise en cause en tant que telle par l'armée égyptienne qui joue un rôle.
qui dépend pour son existence du soutien des financiers américains. Mais on est dans une situation de quasi-chaos. Donc comment être assuré que la paix va durer avec un pays qui se trouve en pleine implosion? Alors je crois, pour comprendre la situation égyptienne, il y a 3 points à mentionner. Le premier, il faut revenir aux événements de la place Tahrir et au début de la Révolution. En réalité, il y a sans doute eu, à l'époque, un effet de zoom. C'est-à-dire que nous avons vu les manifestants de la place Tahrir, ils étaient bien tels qu'ils étaient, jeunes, globalement démocratiques dans leur instinct, libéraux, mais on a oublié, prisonniers de cet effet de zoom, qu'ils ne représentaient qu'une partie de l'Égypte, et sans doute pas la majorité de l'Égypte. Que l'Égypte du Nil, que l'Égypte rurale était infiniment plus religieuse, infiniment plus rétrograde, infiniment plus conservatrice que ces jeunes. Et en réalité, il y avait une division du travail qui s'était faite entre le régime Moubarak et les frères musulmans. Le régime Moubarak, pour rester au pouvoir, avait dit aux frères musulmans: vous ne me contestez pas dans ma gestion politique de l'État, mais je vous donne la gestion de la société civile. Vous voulez éduquer les masses, éduquez-les. Vous voulez gérer le système de santé, mais je vous en prie, faites-le. Ce qui fait que, en réalité, la conséquence de cette division du travail entre les frères musulmans et le régime Moubarak, c'est les élections. Et c'est le résultat des élections. Donc, je crois que la victoire des frères musulmans est le produit d'un processus électoral globalement transparent, globalement démocratique. Moyennant quoi, le régime s'est senti pousser des ailes, ne s'est plus connu de limite. Et Morsi, avec un mélange d'ambition excessive et de légèreté irresponsable, a fait voter un référendum lui donnant les pleins pouvoirs, qui a réveillé l'opposition. Et vous avez aujourd'hui un régime au pouvoir qui révèle sa vraie nature non démocratique, qui se révèle incompétent dans la gestion de l'État, parce qu'il gérait la société, mais il ne savait pas gérer l'État, n'a pas l'habitude, il ne sait pas comment ça marche. Il le fait de manière partisane et, encore une fois, irresponsable. Et une opposition qui, elle, se sent remobilisée par les excès. Donc vous avez, en réalité, en Égypte, une paralysie liée à la cohabitation, en réalité, entre 3 acteurs. Ces 3 acteurs sont les frères musulmans et, sur leur droite, aurait dit Simon, ou sur leur extrême droite, les éléments salafistes qui peuvent parfois donner l'impression qu'ils sont en réalité plus modérés qu'ils ne le sont eux-mêmes. Les libéraux démocrates, les manifestants de la place Tahrir, de qui nous nous sentons proches, qui sont proches en réalité de nous, qui rêvent d'une évolution de l'Égypte vers la démocratie, à l'occidental. Et puis entre les deux, l'armée. L'armée qui aujourd'hui, par un message de son commandant en chef, a tapé du poing sur la table et a dit que
l'État était en train de s'effondrer sur lui-même et que ce qui était en jeu, je cite ces mots, c'était la survie même de l'Égypte. Alors, hier, lorsque nous regardions la situation égyptienne, nous nous disions, il y a deux scénarios possibles. Le scénario le plus positif, c'est l'évolution progressive de l'Égypte vers la Turquie. Le scénario le plus négatif, c'est l'évolution irrésistible de l'Égypte vers l'Iran. En réalité, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est tout autre. Ce n'est pas tel ou tel scénario de comparaison avec tel ou tel pays, c'est le chaos. Alors, en réalité, l'armée ne souhaite pas reprendre le pouvoir. Elle l'a occupé pendant des décennies, ça s'est mal terminé, mais elle a le sens de l'État. La nature a horreur du vide, et il se peut que s'il n'y a pas d'autre alternative, elle se voit contrainte de reprendre le pouvoir. Alors les scènes auxquelles nous avons assisté au cours des 5 derniers jours, dans des villes comme Port Saïd, comme Suez, montrent en réalité l'effondrement de l'État sur lui-même. Vous avez une partie de la population de Port Saïd qui a décrété l'indépendance de la ville par rapport à l'Égypte. En fait, ça doit vous rappeler quelque chose qui n'est pas sympathique. Un État failli, un État qui implose. Au moment où la France a dû intervenir au Mali pour faire face à cette situation, est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous assistons en Égypte? Avec le paradoxe suivant, qui est que la France est intervenue géographiquement en Afrique, mais sur une thématique de plus en plus moyen-orientale. Au fond, le Mali, est-ce que ça rappelle la Côte d'Ivoire, et alors là c'est plutôt facile à gérer, ou est-ce que c'est plutôt l'Afghanistan? Et ça n'est pas facile à gérer. Et au moment où l'Afrique se moyen-orientalise, est-ce que le Moyen-Orient n'est pas en train de s'africaniser au sens de l'évolution vers des États faillis? Donc voilà ma réponse, pardon, elle était très longue, à votre première question. Je crois qu'il faut quand même replacer l'évolution de l'Égypte dans le contexte global des révolutions arabes. Alors, néanmoins, pour reparler de l'axe monde arabe, Israël, Europe, néanmoins, quasi une très belle unanimité dans le monde sur l'intervention française au Mali, sauf justement celle de Morsi et des frères musulmans. Donc, comment on peut interpréter, la France a toujours été extrêmement bienveillante à l'égard de l'Égypte, bienveillante à l'égard de la révolution arabe, comment on peut interpréter cette réaction négative à l'égard de l'intervention française au Mali? Or, je crois qu'il y a 3 raisons. Et je ne vais pas les hiérarchiser tout de suite. Ça va me venir. La première, c'est le canal de Suez. L'histoire. Voilà. La France éternelle, impériale, qui n'a pas changé, qui n'a rien compris, qui n'a rien appris. Pour qui vous prenez-vous? Le temps de la diplomatie des canonnières, c'est terminé. Deuxième raison, l'idéologie des frères musulmans. Ce sont des musulmans qui ont pris le contrôle du nord Mali.
c'est dangereux par rapport aux autres musulmans de soutenir pleinement l'intervention française. Et je pense qu'il y a une troisième raison d'ordre géopolitique. Au fond, si on soutient trop clairement l'intervention française, est-ce qu'on ne va pas amener des djihadistes sur le territoire égyptien? Nous sommes trop faibles pour pouvoir prendre clairement position. Donc il y a un mélange de calculs à très court terme, de réflexes historiques et de considérations idéologico-religieuses. Voilà, mais j'avoue que c'est ça le point central. Moi, on peut, puisque c'est un... maintenant, ce débat est devenu presque une rencontre avec Dominique Moïsi. Je suis confus de vous imposer ma solitude, de soliloquer avec moi-même. J'étais venu au contraire en me disant, ça va être calme, il y aura 2 personnes, elles sont bavardes tout autant l'une que l'autre, je vais pouvoir me reposer, moi j'ai écrit toute la journée, c'est raté. Mais j'assume ma responsabilité sur parce que je ne suis pas sûr que François Hesbourg va venir. Je serais ravi de passer la parole, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive. Précisément en raison du mot que je viens de citer maintenant, Mali. C'est une question qui nous concerne en tant que Français. Je peux y répondre avant que vous ne me la posiez pendant 5 minutes, ou je peux la garder pour après, si vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Je pense que tout le monde attend un traitement sur le dossier du Mali, parce qu'il est brûlant, et j'ai presque envie de vous demander quand même, les Français, nous sommes quand même un peu seuls au Mali. On l'est un peu moins. On l'est un peu moins, c'est-à-dire que les Américains, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées précédemment, étaient très réticents. Mais ils commencent à nous apporter du matériel en quantité toujours plus importante. Les Anglais ont promis des troupes. Ce qui montre que lorsqu'on parle d'Europe en matière militaire, c'est pas le franco-allemand qui marche, c'est le franco-britannique. Et c'est compliqué, on vient de célébrer l'Europe avec le franco-allemand au moment où l'Allemagne nous montrait à quel point elle n'avait aucune intention de venir nous aider au Mali. Et les pays africains viennent. Le problème des pays africains, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement d'une efficacité extraordinaire. Donc pour le moment, ça se passe très bien, puisque l'ennemi refuse le combat et se fond dans le paysage. Est-ce que ça se passera bien demain? C'est une autre question. C'est-à-dire que politiquement, nous avons intérêt à aller le plus loin possible, le plus vite possible, et à nous retirer tout de suite après. Le problème, c'est si on fait ça, il y a un risque qu'ils reviennent avec la même rapidité avec laquelle ils sont partis. Et je ne suis pas sûr que les troupes africaines soient capables de se substituer à nous. Au fond, et je vais remplacer François pendant quelques secondes, est-ce qu'il vient ou il vient pas? On est en attente d'une réponse, j'attends son SMS. Dès qu'il sort du ministère, il fait un SMS. Donc c'est pas évident. Et vu où il est, il n'arrivera pas avant 9h. Donc, alors, en gros, en matière d'intervention, il y a les guerres de choix et les guerres de nécessité. Les guerres de choix, c'est celles dans lesquelles on choisit d'intervenir. On se dit, je veux le faire. Il y a les guerres de nécessité, c'est celles auxquelles on est contraint. Je pense, personnellement, que la France s'est trouvée contrainte d'intervenir. Donc je mets cette opération dans les guerres de nécessité.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle du peacemaking et du peacekeeping. Le peacemaking, c'est imposer la paix. Le peacekeeping, c'est maintenir la paix. Ce que fait la France, c'est d'intervenir militairement dans une opération d'imposition de la paix. Aucun État africain n'est capable de faire ça. Les États africains peuvent, à la rigueur, faire du peacekeeping, c'est-à-dire maintenir la paix quand elle existe. Mais en réalité, on risque d'être là pour longtemps. Alors, dans votre formule, est-ce que nous sommes seuls? Je crois qu'il y a eu un tournant auquel j'ai assisté moi-même presque de l'intérieur. Il y a 15 jours, quand nous sommes intervenus au Mali, nos amis européens nous disaient « Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Regardez, la Libye, ça s'est bien passé militairement, mais regardez le désordre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. » Eh bien, en 15 jours, il y a eu une prise de conscience que l'Afrique, et en particulier cette partie de l'Afrique, était en train de devenir, pour le monde occidental, ce que l'Europe était pour l'Amérique hier, au temps de la guerre froide, face à l'URSS, c'est-à-dire la première ligne de défense face aux terroristes. Au fond, ces terroristes, ils sont arrivés du nord, chassés par l'armée algérienne. Ils sont arrivés très loin à l'est et au sud, chassés par l'armée américaine d'Afghanistan ou du Pakistan, la nature ayant horreur du vide. Ils ont fait de cet État failli qu'est le Mali un sanctuaire. Nous devions les déloger de ce sanctuaire. Nous sommes soutenus dans l'interprétation de ce qui s'est passé. Au fond, quand je dis l'Afrique est en train de devenir pour le monde occidental ce qu'était l'Europe pour l'Amérique hier, il y a une prise de conscience nouvelle. Alors, la France a raison de dire nous ne faisons pas la guerre au terrorisme, nous faisons la guerre aux terroristes. Le terrorisme, c'est un moyen. Le terroriste, c'est des forces, qui sont très divisées d'ailleurs, comme vous le savez. Oui, et l'Europe et la France, est-ce que cette intervention, et ce qu'elle démontre, peut permettre, avec le retrait des États-Unis, ou la position de retrait en tout cas sur le Proche-Orient, est-ce que ça peut éventuellement déboucher sur un rôle plus actif de la France dans des crises très aiguës dont d'ailleurs vous n'avez pas parlé, telles que celle de la Syrie demain? Et ensuite, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on donne la parole au public. Je sens que vous avez des questions à poser et je ne vais pas moi non plus confisquer la parole. Je sens que j'ai des réponses. Alors, je vais répondre en 2 points à vos questions. J'étais avec Laurent Fabius il y a 10 jours et dans une réunion franco-britannique. Et le ministre des Affaires étrangères de la France a très clairement dit « Nous voulons nous réinvestir sur le processus de paix au Moyen-Orient ». Alors je vais poser la question, est-ce que vous vous réinvestissez derrière l'Amérique de manière complémentaire ou est-ce que vous le faites en vous substituant à l'Amérique parce qu'elle ne le fait pas ou ne le fait plus elle-même? Et je dois dire que sa réponse n'a pas été d'une clarté extrême. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il m'a dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent un frémissement en Europe. On ne peut pas se désintéresser du conflit israélo-palestinien. Mais ce frémissement est également le produit du fait qu'en réalité, on ne sait pas quoi faire en Syrie.
vous avez un désastre humanitaire d'une importance considérable. On parle de 60 000 morts. En réalité, on se demande si on n'est pas plus près de 100 000 morts. Et en réalité d'un blocage, c'est-à-dire que le régime en place ne peut pas mettre fin à la rébellion et les rebelles n'arrivent pas seuls à faire tomber le régime. Donc on est en train, aujourd'hui c'est la dernière phase, d'essayer, avec l'aide des Russes, qui ont soutenu le régime depuis le début, de trouver un compromis. Ce compromis, ce serait le départ de Assad lui-même et de sa famille, et une sorte de gouvernement de coalition entre les Alaouites et les sunnites, et toutes les autres forces qui peuvent exister dans la société syrienne. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce qu'on peut mettre ensemble des gens après 100 000 morts? C'est pas évident. Donc, en réalité, c'est un problème majeur pour Israël aussi. Chaos en Égypte, massacre en Syrie. Il est peut-être urgent de former un gouvernement assez vite. Allez. Alors, juste un tout petit mot très court. S'il y a des tweetos dans la salle, s'il y a des gens qui ont l'habitude de tweeter, hashtag CCP50, c'est pour suivre toute l'actualité de notre jubilé pendant toute cette année. Donc si vous pouvez y aller, dès lors que vous mettez ce hashtag CCP50, vous pouvez faire vos propres commentaires, même sur le débat de ce soir. Tous les tweets sont les bienvenus. Maintenant, je donne la parole au public. Oui, j'aimerais vous demander si vous avez des informations plus précises que ce qu'on a pu lire sur ce que l'on dit qui vient de se passer en Iran. Cette explosion d'installations atomiques. Et peut-être plus largement, si vous pouviez nous éclairer sur votre façon de percevoir la situation en Iran et ce qui peut se passer dans les mois à venir dans les relations entre les États-Unis, qui là ne semble pas neutre, ce qu'on dit, et Israël, bien entendu. Alors, bon, j'ai vu l'information. Elle a été communiquée par plusieurs agences de presse, mais elle n'a pas été relayée encore par des sources que je considère comme totalement fiables. Donc je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, il y en a eu avant, il y en aura après encore, mais je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt aujourd'hui à dire, bien sûr, vous allez voir, on va en parler demain ou après-demain. Donc il y a une hésitation. Et je ne sais pas. Alors, sur la question plus large que vous posez, en réalité, il y a un consensus sur le fait que l'Iran, désormais, est à quelques mois de la possibilité d'avoir les éléments d'une arme atomique. Pas le lanceur, pas la possibilité de s'en servir, mais on est à quelques mois de cette première étape. Et les pressions des États-Unis se font plus fortes, les pressions des Européens se renforcent également, avec un double objectif. Montrer à Israël qu'on a compris et qu'il ne serait pas bon que par une opération militaire intempestive, il complique encore davantage les choses. Alors ce qui est en train d'être négocié,
c'est l'idée de dire aux Iraniens, bon, vous êtes tout près de cela, nous le savons, nous le comprenons, mais vous n'allez pas passer le dernier pas. Au fond, un pays comme le Japon peut, en 6 mois, se doter d'une arme nucléaire. Il a tous les ingrédients. Il a le nucléaire civil, il a une armée beaucoup plus sophistiquée. Simplement, politiquement, stratégiquement, le Japon a décidé, pour des raisons qui sont liées à son histoire, qui sont liées à sa relation avec les États-Unis, qu'il ne franchirait pas le pas. Simplement, les Chinois savent que le Japon est à 6 mois d'avance. Et ce que nous voulons dire aux Iraniens, c'est là, voilà, comportez-vous comme ça, parce que le coût pour vous, économiquement, l'embargo fait mal. Votre situation économique est toujours plus difficile. Et à long terme, l'histoire ne joue pas dans votre sens. Parce qu'on aura de moins en moins besoin de votre pétrole. Un des points majeurs que je n'ai pas mentionné quand j'ai parlé des États-Unis, c'est qu'en réalité, en 2020, ils n'auront plus besoin du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. En 2020, l'Amérique qui devient la... C'est demain, c'est demain, c'est demain. Grâce au gaz de schiste, ils auront une petite dépendance extérieure, mais qu'ils satisferont avec l'Amérique latine et l'Afrique. N'ont plus besoin du Moyen-Orient. Et à ce moment-là, la lumière disparaît. Parce que la lumière vient du Moyen-Orient. Donc voilà, un peu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est pas clair. C'est-à-dire, en gros, les Israéliens sont arrivés à la conclusion que s'ils intervenaient militairement, seuls, ils retarderaient de 2 ans le processus nucléaire iranien. Et ils sont arrivés à la conclusion que 2 ans, ça ne justifie pas nécessairement une opération militaire. Que s'ils intervenaient avec les États-Unis, ils retarderaient de 4 ans ce processus. Donc, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'agite pas la menace. Il faut le faire. C'est de bonne guerre. Mais ça veut dire qu'on espère que les Iraniens vont s'arrêter au dernier moment. Est-ce que c'est un wishful thinking, comme disent les anglo-saxons? C'est possible. Oui, monsieur Moïse, je vais essayer d'être très bref. Vous avez écrit trop de peur, trop d'humiliation, pas assez d'espoir. C'est la plus dangereuse de toutes les combinaisons possibles, celle qui l'amènerait à la plus grande instabilité. Je crois que c'est dans géopolitique de l'émotion. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit avec les élections, en ce sens qu'on se trouve devant quelque part une impasse. C'est vrai, il y a une impasse, mais à la limite, c'est un facteur neutre vis-à-vis de la politique étrangère et vis-à-vis du problème palestinien, en ce sens que, quelque part, je me demande si le fait qu'il n'y a pas de véritable majorité en Israël, dans un sens ou dans l'autre, pour négocier, c'est un faux-né. Parce qu'en réalité, pour reprendre la célèbre formule de Clausewitz, la raison pour laquelle on n'arrive pas à une résolution du problème, c'est ce que Clausewitz disait, vorschreiben les conditions de la paix. La deuxième question, donc quelque part, en rajoutant le fait que vous avez dit que les États-Unis vont se tourner maintenant vers la Chine, qui est le vrai danger, et vont se désintéresser du Proche-Orient, quelque part, on arrive peut-être à une situation où, à perte de vue, on ne voit vraiment pas de possibilité de règlement du conflit si les Américains ne s'en mêlent pas. Et enfin, pour l'Iran, on a l'impression, quelque part, que l'Iran sait très bien qu'il va pas utiliser, il faut le détruire, bien entendu, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il sait très bien que à la minute où il aurait la petite idée idiote de démarrer quelque chose sur le plan nucléaire de façon frappante, il est rayé de la carte. Et on se demande si quelque part, pour Israël, le fait qu'il a tellement mis l'emphase sur l'Iran, ça n'est pas le plus petit commun dénominateur multiple qu'il a avec les États-Unis. C'est-à-dire que quelque part, il se sert de l'Iran pour ne pas trancher le vrai problème. Non, j'ai compris la question.
Excusez-moi, juste une annonce. Monsieur Hesbaugh nous fait savoir qu'il ne peut pas nous rejoindre. Il vient de m'envoyer un SMS pour vous demander de bien vouloir l'excuser. Il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Il est resté bloqué au ministère. Il fait de la géostratégie active. Non, mais dès que vous m'avez annoncé qu'il était dans cette cellule de crise, je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'il nous rejoigne. C'est pour ça que j'ai parlé du Mali à sa place. On a écrit des choses assez proches, donc lui dans Le Monde, moi dans Les Échos, donc on est en profonde sympathie humaine et intellectuelle. Au fond, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si du côté israélien comme du côté palestinien, on croit encore à la solution des deux États. Et je dirais que les seuls qui veulent y croire sont les acteurs extérieurs. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Mais il y a une sorte de consensus grandissant au sein du monde palestinien et au sein du monde arabe globalement, comme au sein d'Israël, pour dire que de toute façon, ce n'est pas dans les cartes. Alors, du côté palestinien, c'est un phénomène un peu nouveau que j'analyserai de la manière suivante. La révolution arabe d'un côté, l'absence de progrès de la négociation de l'autre, ont contribué à réunifier le mouvement palestinien, sinon dans la réalité, tout du moins dans les têtes, sur des positions qui sont beaucoup plus proches du Hamas que de l'autorité palestinienne. Au fond, au moment où l'autorité palestinienne arrive comme membre invité au sein des Nations Unies avec le statut du Vatican, elle ne représente plus en réalité le peuple palestinien. Et je crois comprendre que la position de Morsi en Égypte, au fond, n'est pas tellement différente. Quand il dit « nous ne voulons pas d'une guerre avec Israël », il est tout à fait honnête. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le rapport des forces militaires sur le terrain est trop favorable à Israël pour que nous adoptions une autre attitude. Mais en réalité, c'est la position du Hamas. Pourquoi négocier une toute petite partie du territoire quand nous aurons tout demain? Demain étant en 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et vous avez une sorte de profond divorce entre le sens du temps israélien et le sens du temps arabe. Le temps israélien, qui est un temps occidental, est un temps rapide, est un temps dynamique, énergique, d'une société hyper réactive. Et plus Israël est efficace, plus Israël est technologiquement développé, plus ceux qui regardent les Israéliens disent bah, « oui, t'es génial ». Simplement à long terme, les cartes de la démographie sont de mon côté. Et puis, le rapport à l'histoire disparaîtra.
Aujourd'hui encore, l'Occident est bloqué par les souvenirs de la Shoah et un certain sens de responsabilité. Mais demain, quand le monde sera beaucoup plus centré sur la Chine, les Chinois ne se sentent pas responsables. Alors ils décideront en fonction de leurs intérêts, ils verront. Et du côté israélien, à l'inverse, on ne veut pas penser l'avenir. Le présent est assez confortable. L'économie israélienne connaît des taux de croissance, entre guillemets, asiatiques. Et on vit dans une bulle intellectuelle au sens où, en réalité, si vous êtes sur la plage à Tel Aviv, bon, c'est vrai qu'il y a eu des missiles, pour la première fois dans l'histoire, qui sont tombés dans la mer à partir de Gaza, mais avant ces missiles, la réalité extérieure disparaissait. On était beaucoup plus proche de Singapour, de Sao Paulo, de Shanghai ou de Hong Kong que du Moyen-Orient. On a du mal à imaginer qu'à 100 km, moins, on se massacre terriblement en Syrie, qu'on soit à la veille du chaos en Égypte. Donc l'idée, c'est bien, au fond, on ne va pas discuter ces questions parce qu'il n'y a pas de consensus entre nous sur ces questions. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de majorité possible sur une négociation. Entre les Palestiniens qui attendent et les Israéliens qui, en réalité, sont prisonniers du confort du statu quo actuel, on est dans cette situation. Alors là, il y a une communauté internationale qui voudrait dire aux Palestiniens, écoutez, nous n'accepterons pas que vous preniez tout, et qui voudrait dire aux Israéliens, il est urgent de partager maintenant. Message que je partage, mais je ne vois pas suffisamment de force aujourd'hui à l'extérieur pour porter ce message. Donc ça n'a jamais été mieux pour Israël, mais quand même, Israël n'a jamais autant dansé sur un volcan. Merci. Je me demande si la situation en Syrie et au Mali n'est pas la meilleure opportunité pour une action israélienne en Iran. Je voudrais vous poser deux petites questions rapides, nous ramener en Égypte. Est-ce que finalement, le fait que l'Égypte ne soit pas au bord du gouffre financier, rappelons-nous que la première visite de Morsi à l'extérieur a été pour l'Iran, et d'abord pour demander de l'argent, ce qui est plutôt paradoxal, puisque l'arrivée des frères musulmans en Égypte aurait plutôt eu tendance à vouloir ramener l'Égypte au premier plan religieux dans la région. Or là, c'est comme un mendiant qu'il a fallu aller en Iran. Mais cet échec financier n'est-il pas aussi une opportunité fantastique? Parce que c'est ce qui a permis de faire pression sur le Hamas, notamment pendant la dernière guerre avec Israël. C'est ce qui a permis aux Américains aussi de faire pression sur Morsi. Donc cette difficulté financière, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour Israël et pour l'Occident de s'adapter à la nouvelle donne? Concernant le Mali, je voudrais savoir s'il ne s'agit pas finalement du dernier soubresaut de la France impériale que vous évoquiez tout à l'heure, parce que finalement, il y a un pays que l'on néglige beaucoup dans cette affaire, c'est l'Algérie. Il y a une grande partie des islamistes qui ont été chassés de l'Algérie suite aux affaires du fils des élections avortées et qui se sont retrouvés en position de puissance au nom d'un accord secret avec les autorités algériennes. Et puis il y a tous ces trafics qui s'organisent en Afrique et qui commençaient à irriguer de mauvaise façon l'Afrique. Alors est-ce que ce n'est pas une façon de se repositionner pour la France en face des Américains, en face des Chinois qui commencent à grignoter le terrain et de dire on est là et pour sauver et pour ramener un peu de morale, c'est pas le dernier soubresaut français. Et enfin, une dernière question en Israël. Pourriez-vous nous préciser quelle peut être l'importance du rôle de Shimon Peres? Parce qu'il est là maintenant, dans un temps, il y a une fenêtre pour le président israélien qui va se refermer dès que le gouvernement sera constitué.
Et quelle est son influence réelle et est-ce qu'il y a des schémas peut-être différents auxquels lui pourrait penser? On a fait un peu le tour du monde là. Sur l'Iran et l'Égypte, l'homme ne vit pas que de pain. Et au fond, l'idée qu'il y a une opportunité, une fenêtre, parce que l'Égypte est ruinée financièrement, je ne crois pas que les touristes vont revenir en masse après avoir vu les images de Port Saïd, de Suez, d'Alexandrie, du Caire, et le tourisme représentait une partie incontournable du budget égyptien. Il faut bien voir que l'Iran, financièrement, va mal également, que l'embargo lui fait mal, que la situation interne à l'Iran est instable, que Ahmadinejad est en fin de course, qu'il est rejeté par une majorité d'Iraniens. Donc vous avez deux pays faibles et affaiblis qui ne peuvent pas vraiment se soutenir l'un l'autre. Alors, est-ce qu'Israël pourrait utiliser cette faiblesse? Mais il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui dise, peut-être par la voix de son président, Shimon Peres, le moment est arrivé, faire une grande négociation. Alors, tous les diplomates en rêvent. Voilà, Barack Obama vient à Jérusalem avec les représentants de la communauté juive américaine, amène tous les dirigeants de la région et il leur dit, allez, maintenant on arrête de jouer, le moment est arrivé d'être sérieux. Donc les Iraniens renoncent à la bombe, les Israéliens reviennent aux frontières de 67 avec des aménagements, etc., etc., etc. Vous voyez bien à quel point ce schéma, qui peut apparaître terrifiant pour les uns, idéal pour les autres, est en réalité peu crédible. La situation est devenue à ce point complexe que on ne sait pas comment négocier. Et en plus, je ne suis pas sûr que les Israéliens aient les bons réseaux aujourd'hui pour négocier avec Morsi. Et ils ont des contacts dans l'armée égyptienne, c'est évident, très étroits, très influents. Mais quel est le poids de cette armée politiquement encore aujourd'hui? Je n'en sais rien. Alors sur la France au Mali, le dernier sursaut de l'Empire, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire l'Afghanistan. Et qu'on n'en a pas la volonté. Aujourd'hui, la popularité de Hollande remonte dans les sondages. Le chef de guerre fait oublier Flamby. Mais sa popularité remonte parce qu'il n'y a pas de victimes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de combat. Que se passe-t-il quand il y a des victimes? Et toutes les études montrent qu'en matière de pertes militaires, la France s'est rapprochée des États-Unis et donc a une tolérance beaucoup plus faible. Rappelez-vous l'opération Drakkar, début des années 80 au Liban. Les Français disaient, bah oui, c'est terrible, mais mon fils a rejoint l'armée parce qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour la nation. Aujourd'hui, on voit bien, au lendemain de l'Afghanistan, qu'il y a une interrogation. Est-ce que mon fils est bien mort pour un objectif atteignable, dans un calendrier atteignable? Donc il y a une grande fragilité. Ceci étant, je crois qu'il y a des moments où l'image est importante. La France a surpris tout le monde, et même un peu elle-même.
parfois le panache, ça sert. Cyrano de Bergerac, c'est pas mal. Et je me rappelle, pour la réaction, je vis entre, puisque vous m'avez introduit partiellement, je vais rétablir l'équilibre. Moi, je suis professeur au King's College de Londres depuis le début de cette année, et donc je vis entre Londres et Paris. Et je vois les réactions britanniques. Les Britanniques ne sont pas tendres en général avec les Français. Mais je retrouve dans les commentaires anglais un peu de ce que j'avais trouvé en 79 quand les parachutistes français avaient sauté sur Colwezi, rappelez-vous. Et on voit dans les commentaires britanniques « We used to behave as the French ». Nous avions l'habitude de nous comporter comme les Français. Quelque part, ils disent « chapeau ». Alors, c'est fragile, ça peut se retourner comme une crème très facilement, mais ne négligeons pas cette dimension. Elle a surpris. Alors, dernier point, l'Algérie. Alors là, je serais quand même moins tendre avec le président Hollande. Je comprends pourquoi il a réagi avec une extraordinaire diplomatie après l'intervention algérienne. On a besoin de l'Algérie, on a besoin de son ciel, on a besoin de son soutien. Enfin, ils ont tué peut-être inutilement des dizaines de personnes. On ne peut pas dire qu'ils soient intervenus avec une délicatesse extrême et avec une compétence et une sophistication extrême. Non. Une société non démocratique et non... C'est beaucoup plus proche de l'URSS. Finalement, oui. Allez, quand même. J'ai pas besoin. Non, avec le mais c'est enregistré. vous enregistrez. C'est pour l'éternité, c'est pas pour la ça. C'est au sujet du Mali. Je pense que l'intervention française, effectivement, était justifiée pour différentes raisons, économiques, politiques, culturelles, etc. Parce qu'on n'a pas parlé aussi des richesses de tous les pays qui sont autour, l'uranium, le diamant, l'or, etc. Mais moi, je me pose une question. Vous dites qu'il ne faut pas que ça devienne l'Afghanistan pour la France, mais on parle de combien de militants islamistes en face de la CCP? Ils sont combien à combattre contre la France? Ils sont si dangereux que ça, si importants? Alors, d'abord, ceux que nous combattons sont profondément divisés entre eux, et il y a une partie qui est prête à négocier, les Touaregs, avec un problème pour nous qui rend potentiellement la tâche plus compliquée. Ils sont prêts à négocier pour peu qu'ils gagnent l'autonomie du nord du pays. Donc qui est non pas peut-être un État Touareg, mais une région autonome Touareg. Si la France, qui est plutôt son intérêt, accepte cela, elle se crée des difficultés avec l'Algérie, parce qu'il y a des Touaregs en Algérie, elle se crée des difficultés avec le pouvoir local au Mali. Ce qui est intéressant pour nous militairement est politiquement une bombe. Combien sont-ils? En réalité, on n'en sait rien, mais potentiellement quand même des milliers. Alors, ceux que l'on devait combattre étaient plutôt de l'ordre de quelques centaines, mais ceux que l'on peut avoir comme adversaires sont de l'ordre de quelques milliers. Et la France est intervenue en réalité massivement. Notre présence aujourd'hui au Mali est égale à ce qu'elle était au début en Afghanistan, au milieu en Afghanistan. On parle, presque un secret défense, mais on n'est pas loin de 3500 personnes sur le terrain. C'est pas négligeable. Avec l'idée que justement, on a une force de feu tellement importante qu'on dissuade l'adversaire de se battre. Moyennant quoi, il disparaît. Et le pays... Enfin, c'est presque 2 fois la France, le Mali. C'est gigantesque. Avec quand même une géographie qui rend
le contrôle du terrain très très difficile. Je reviens sur le processus de paix avec les Palestiniens. Est-ce que, en dehors des difficultés internes en Israël, est-ce que véritablement Israël a devant lui ou en face de lui un interlocuteur suffisant et suffisamment sûr et une opinion internationale suffisamment solide pour qu'un processus de paix puisse être réalisé de façon sûre également pour Israël, quelle que soit l'étendue? Parce que dans votre propos, vous sembliez reprocher un peu l'immobilisme d'Israël et des hommes politiques d'Israël, du gouvernement israélien, de ne pas aller de l'avant et le danger qu'il pouvait y avoir pour l'avenir en opposant le temps israélien au temps arabe. Oui, mais ça, au fond, Rabin a pris le risque de négocier avec un chef terroriste, Yasser Arafat. Est-ce que c'était un bon risque? J'ai des souvenirs de petits déjeuners avec Yitzhak Rabin. Il passait à Paris très régulièrement dans les années qui ont précédé son assassinat. Il était torturé lui-même par cela. On sentait sur son visage tout le tourment de la décision qu'il avait prise, du choix dans lequel il s'était engagé, et en même temps toute la noblesse de ce choix. Je crois personnellement que l'assassinat de Rabin risque d'apparaître aux yeux de l'histoire comme un tournant fondamental négatif, bien entendu, pour la vie politique israélienne, mais au-delà, pour l'histoire avec un grand H. Et je pense aussi que la mort politique de Sharon est arrivée à un moment où Sharon était arrivée à la même conclusion que Rabin. Que la question n'est pas de savoir s'il y a un interlocuteur. La question est de savoir si on peut accepter le statu quo actuel compte tenu de ses conséquences historiques à long terme. Et je crois que c'est la grande question. Et sur ce plan-là, je dirais, il y a eu dans l'histoire politique d'Israël un géant, Ben Gurion, un homme d'un courage immense, Rabin, un homme qui, je crois, a senti à la fin de sa vie ce qu'il devait faire, Sharon, un homme qui a eu l'intuition de cela, mais qui a été, dont les ailes ont été brisées par sa propre légèreté, Olmert, et puis c'est tout. Et je crois que c'est ça le problème. Au fond, quand je défends le processus de paix, vous avez bien vu que c'est pas parce que je crois qu'il est facile, c'est pas parce que je crois que les autres l'attendent avec impatience. C'est en réalité dans l'intérêt même d'Israël. La démographie est une réalité. Le problème des Arabes israéliens, c'est 20% de gens qui se sentent toujours plus palestiniens et toujours moins israéliens, est une réalité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film vraiment que je vous recommande de voir, que j'ai trouvé admirable pour comprendre la situation israélienne. C'est un peu une provocation. Would you have sex with an Arab? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire
de Madame Zauberman, qui est tout à fait remarquable, où on voit des jeunes israéliens, arabes israéliens, dans les boîtes de nuit de Tel Aviv, avoir des discussions en réalité métaphysiques sur l'avenir. Donc vous voyez ce film, il pose de vraies, profondes questions. Rapidement. Oui, très rapidement. Dans la liste que j'ai adoré votre réponse. J'ai adoré votre réponse. Dans la liste que vous avez donnée, il y en a un, même si on ne partage pas ses penchants politiques, qui en réalité est le père fondateur de toute l'ouverture aux négociations palestiniennes. C'est Begin, parce que dans les accords avec Saddam, même s'il ne parlait que d'autonomie, l'autonomie était porteuse de toute la suite, et ça me fait penser à ce que Henry Kissinger disait dans In a Troubled Partnership à propos de Castlereagh. C'est le type qui est dans une église et il a envie de rentrer dans le bal, mais il n'ose pas y aller. Begin a été le prototype de Castlereagh. D'abord, je dirais précisément, monsieur, que je ne partage pas ce point de vue. Je crois qu'il ne s'agit pas d'attaquer le Premier ministre d'Israël, mais un légitimisme qui ne tiendrait pas compte de ce qui est dit ou de ce qui est fait serait, de mon point de vue, contraire aux intérêts du peuple juif, de la manière la plus profonde. Je crois qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc à un Premier ministre, quoi qu'il fasse. D'autant plus non, ça je ne l'accepte pas. Right or wrong, my country, non. Non. We are not Israeli. Mais ça ne change rien. Parce que ce que fait Israël a un impact direct sur l'ensemble du peuple juif. Et donc nous ne pouvons pas dire quoi que vous fassiez, nous vous soutenons parce que nous n'avons pas le droit de vous juger. Nous avons le devoir de vous juger parce que vous faites nous concerne directement. Merci beaucoup de cette très belle complémentarité entre l'intervention de Simi Epstein et la vôtre. C'était pas du tout un soliloque, mais un dialogue riche, comme nous souhaitons en avoir beaucoup ici. Le jubilé continue et les soirées nombreuses. Et merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, monsieur Moussi. Merci à David pour la technique. Oui.